Pour déchiffrer cette énigme, il me fallait interroger les membres de Psycho Koiki, une secte de philosophes lacaniens. Ils vivaient reclus dans une chambre d'ado attardée, peuplée d'idoles sorties des pires cauchemars. D'aucuns racontaient même qu'ils se nourrissaient de leur propre urine. Au fait, vous avez entendu que Samuel, là, de Psychorama, il veut qu'on fasse une intervention avec la femme, là, je sais pas quoi. Oh là, vous sentez venir le piège, là? La bonne question bien casse-gueule. Non, mais en plus, Samuel, Psychorama. Eh oh, je suis là. Je vous entends. Cette chaîne de merde. C'est lacanien, mais pas l'air très orthodoxe. Ouais, écoute, franchement, tant qu'à parler de la femme, autant aborder les deux auteurs les plus critiqués dans le domaine. On va parler de Nietzsche et de Lacan. Alors je vais partir d'une citation de Nietzsche. La vérité est une femme, ses voiles, ses pudeurs et ses mensonges lui appartiennent essentiellement. Et pour ma part, je vais partir d'une citation de Lacan très connue. La femme n'existe pas. La vérité est une femme, ses voiles, ses pudeurs, ses mensonges lui appartiennent essentiellement. Il y a un double message là pour Nietzsche. Sur la vérité et sur la femme, puisqu'il est en train de nous dire qu'en fait que l'essence de l'un et de l'autre, c'est quelque chose de relatif. Les voiles, les pudeurs, les mensonges. Et ça c'est paradoxal, puisque finalement, qu'est-ce que c'est qu'une essence? C'est qu'une chose est une chose et pas une autre, si vous voulez, c'est la définition la plus stricte qu'on peut trouver, dans le dictionnaire par exemple. Une table par exemple, elle peut être peinte en rose, avoir un joli napperon ou un dessin kawaii, mais c'est pas essentiel pour dire que c'est une table, ça c'est secondaire. Ce qui fait qu'une table est une table, c'est que c'est un meuble avec une surface plane, posée sur un ou plusieurs pieds. Si t'as tout ça, tu peux la faire entrer dans la catégorie table. Et le paradoxe là, c'est que Nietzsche est en train de nous dire que ce qui fait qu'une femme est une femme, ce sont des caractères relatifs, secondaires, les voiles, les mensonges, les pudeurs. Alors, voile, mensonge, pudeur, finalement, ça revient un petit peu au même, c'est tout ce qui sert à masquer, à couvrir ou à voiler. Tout ce qui se rajoute par-dessus, finalement. Le parfum, le maquillage, le soin, la mise en scène du corps, des questions d'habillage, finalement. Et Nietzsche nous dit pourtant que c'est essentiel à la femme, et qu'en retirant ça, il reste plus grand-chose, en tout cas, il reste plus rien de la féminité. Donc voilà ce qu'on a en termes de résultats. Alors finalement, pour Nietzsche, la féminité, ce n'est qu'une question d'habillage. Ok, j'ai compris le concept. Ouais, ça m'a fait penser à toute cette presse pour les femmes, Closer, Elle, Paris Match, et j'en passe, toute cette presse à la con, dont je me suis demandé pendant des années, mais pourquoi on lit ça? Parce qu'il n'y a rien dedans, c'est de la merde. Et en fait, maintenant, je comprends un petit peu ça comme la mise en valeur de modèles, entre guillemets, qui vont expliquer à celles qui veulent devenir des femmes, comment devenir des femmes. Alors Samuel, si tu veux être une femme, il faut que tu sois ça, ça, ça et ça. Et c'est pour cela qu'on pense que Nietzsche conspue les femmes. En fait, il dit ça sur tous les humains qui se soumettent d'emblée à un discours qui leur dit qu'ils doivent être, et que Nietzsche considère un peu comme des Untermenschen, des sous-hommes quoi. Et pas de souci, si William décide un matin de rendre son tablier et de dépasser tous ces discours de vérité relatifs qu'on lui a collés dessus depuis qu'elle est petite, mais c'est tout à fait possible, et si vous en voulez des exemples réussis, eh bien les héroïnes dans Miyazaki, c'est parfait. Et d'ailleurs, je pense que Nietzsche, il aurait bien kiffé la princesse Mononoke comme dépassement achevé de l'humain. Oh, ça pue l'humain. Ouais, mais tu vois, je suis pas sûr que Mononoke elle aurait apprécié Nietzsche, elle, par contre. Par contre, pour Nietzsche, ces femmes qui dépassent les femmes, ce ne sont plus des femmes. C'est de l'Übermensch, du surhumain. Et ça, c'est un concept sans genre. Et c'est pour ça que pour Nietzsche, la vérité, c'est comme une femme. Parce que dans les deux cas, c'est un ensemble de points de détail que tu dois prendre pour argent comptant. Mais que tu retires la mise en scène, les mensonges par omission, les valeurs, il reste plus grand chose en fait. C'est que des éléments bruts de tes coffrages qui ont pas de sens. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Allez, drôle-toi. Du coup, Samuel, si tu me demandes ma vérité sur la femme, je te réponds fuck la vérité, parce que dans le domaine, c'est que du subjectif. Passons maintenant à la phrase de Lacan. La femme n'existe pas. C'est vrai que dit comme ça paraît être une phrase un peu choquante, quoi, toute bête et tout ça. Mais en fait, quand on la creuse un peu, on dit que c'est quand même vachement plus compliqué que ça en a l'air. Donc on va essayer de creuser un peu rapidement tout ça. Et déjà, il va falloir partir du point de départ tout simple de la castration. Rappelons tout d'abord que pour Freud, la différence des sexes est à relier à l'anatomie et au fait que le garçon a peur qu'on lui coupe le zizi et que la fille, elle, a l'impression qu'on lui a déjà coupé. Pour Lacan par contre, c'est assez différent. Selon lui, le rapport à la castration est quelque chose de beaucoup plus symbolique et est relié à ce qu'on appelle le phallus, l'objet du désir quoi. En gros, les hommes ont toujours le même rapport au phallus, soit on l'a pas. Alors que pour Lacan, les femmes vont se positionner autrement par rapport à ce phallus, ça dépendra un peu de la situation.
Pour ça, il faut rappeler que, selon Freud, le destin de la femme, c'est de devenir mère, et comme ça d'avoir le phallus tant désiré. Alors que selon Lacan, il y a une grande différence à faire entre être femme et être mère. Être femme, c'est à relier à la question de la féminité. En gros, c'est en rapport avec le désir de l'autre. Soit on veut désirer l'autre, soit on veut être désiré par l'autre. En gros, la féminité peut être considérée comme être, ou ne pas être, dans une identification au phallus. Si je suis le phallus, je suis alors l'objet désiré. Tandis qu'être mère, c'est différent, puisque le désir de la mère se tourne entièrement vers l'enfant. Pendant un temps, en tout cas. Non, tu m'embrouilles la crinière. Il y a donc une différence entre la femme, qui désire être le phallus, et la mère, qui désire avoir le phallus. Dans cette perspective, une femme ne sera jamais l'incarnation parfaite d'une essence féminine. Il n'y aura pas de femme qui sera un tout, qui pourra jamais changer, toujours la même. En fait, il y a plusieurs positions que la femme peut avoir. Et c'est là que Lacan dit que la femme n'existe pas. Il dit pas que c'est la femme qui n'existe pas. Il insiste bien sur le fait que c'est l'article la qui doit être barré et non le nom femme. En fait, c'est l'universalité de la femme qui n'existe pas. En gros, à moins de citer la Vierge Marie, qui est à la fois épouse de Joseph, mère de Jésus, vierge, mais qui a pourtant enfanté, on voit bien que c'est impossible pour une femme de pouvoir avoir toutes ces positions au même moment. C'est ça qui fait que la femme n'existe pas. On peut pas mettre d'universalité, c'est impossible, parce qu'il y a différentes positions que les femmes pourront adopter à différentes périodes de la vie. Alors qu'avec l'homme, c'est différent, parce que tous les hommes sont soumis à l'angoisse de castration. Donc ils seront tous dans un rapport avec le phallus qui est de l'ordre de l'avoir. Soit on l'a, soit on l'a pas. Alors qu'avec les femmes, on va être soit dans l'avoir, avec la maternité, soit dans l'être, avec la féminité. Lacan prend d'ailleurs l'exemple de Médée, dans le mythe de Jason et les Argonautes, qui par amour pour Jason a trahi son père, buté son frère et carrément tué ses enfants. Bref, tous les hommes qui sont autour d'elle et pour qui elle peut éprouver du désir y sont passés. Par ses actes, elle forge sa féminité sur le sacrifice des hommes de sa famille, et se détache de son rôle de mère pour devenir uniquement l'objet du désir de Jason, se constituant ainsi comme son phallus. Elle considère que la satisfaction maternelle l'empêche d'être une femme entière. Bref, Médée, c'est la femme contre la mère. Du coup, Samuel, si tu veux que je t'explique pourquoi la femme n'existe pas, autant citer une autre phrase de Lacan. La femme, ça ne peut s'écrire qu'à barrer la. Il n'y a pas la femme, article défini pour désigner l'universel. Bon, du coup, Samuel, même si tu parles beaucoup de perversion, quand tu nous demandes ce qu'est la femme, je pense que tu sais quand même qu'il y a une différence anatomique et que, il y a des gens qui ont un zizi, il y en a qui en ont pas. T'es pas trop dans le déni non plus, je pense. Par contre, ce qui nous intéresse dans ta question, c'est l'aspect symbolique. Finalement, nos deux auteurs, ils seraient plutôt d'accord entre eux, et ils seraient aussi d'accord avec Simone de Beauvoir qui disait qu'on ne naît pas femme, on le devient. Parce que, en tout cas pour Nietzsche, être une femme, ça veut rien dire si on ne pense pas ça dans un contexte social, historique, économique très particulier. Et pour Lacan, c'est notre rapport à la castration qui est symbolique et inconsciente. C'est relatif, quoi. Et finalement, le plus intéressant dans ta question, Samuel... Non, Guillaume, non. Finalement, le plus intéressant dans ta question, Samuel, c'est la question en elle-même. Parce que ce genre de questions toutes simples de « qu'est-ce que la femme ? Pourquoi la femme n'existe pas ?» sont le genre de questions où on attendrait une réponse simple, rapide, définitive et claire. Mais est-ce que les femmes, c'est simple, rapide, définitif et clair ? Pour nous, en tout cas, ça l'est pas vraiment. Alors voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ces deux citations, parce qu'elles ont l'air toutes les deux très simples, mais elles sont toutes les deux paradoxales et elles incitent à la réflexion. Alors, c'est sûrement pas ce que t'attendais, c'est pas des réponses profondes et immédiatement compréhensibles, non, parce que la vérité dans le domaine, elle est plurielle, c'est relatif et controversé. Par exemple, tout le monde connaît la formule d'Einstein, E égale MC2, mais qui sait vraiment ce que ça veut dire ? C'est un peu pareil avec la psychanalyse, la philosophie ou autre, c'est qu'il y a des gens qui vont sortir des énoncés tout simples, qui paraissent tout bêtes, et que tout le monde va s'approprier en disant « c'est inadmissible, comment on peut sortir un truc pareil » et tout ça, sans prendre en compte le fait que des énoncés pareils, ça va conclure un travail de recherche énorme, et beaucoup de théories, beaucoup de réflexions, des centaines d'heures, voire plusieurs bouquins aussi. Et donc, comment est-ce qu'on peut vraiment comprendre une phrase qui paraît aussi simple si on n'a pas vraiment essayé de traiter toute la question ? Qu'est-ce que ça veut dire derrière tout ça ? Qu'est-ce qui a pu l'amener à sortir un énoncé aussi simple ? Donc faut faire un peu attention à ce qu'on lit. Donc du coup, si quelqu'un réagit immédiatement à ce genre de petite citation qu'on vous a donnée en disant « ouais, c'est inadmissible, c'est misogyne, c'est la malchose-faire », ça en dira beaucoup plus long sur cette personne que sur les auteurs de la citation. Ouais, d'ailleurs c'est ça, en fait. Parce que si on veut répondre de manière claire et rapide à la question que tu nous as posée, ça nous obligerait à rabaisser la femme à un seul de ses aspects,
Ce qu'elle n'est pas du tout. Bah non, elle est plurielle, comme nous tous. Alors la femme serait plurielle. Oh, fallait y penser.